Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabungo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision et sur votre site clnnews.com. On vous remercie pour votre fidélité. Pour ce faire, aujourd'hui, je reçois un invité, comme nous vous l'avons promis. Nous allons essayer de prendre toutes les personnes qui se distinguent, les femmes qui essayent de faire des choses différentes, tout comme les hommes de distinction. Et aujourd'hui, c'est une femme que j'ai choisie. Alors, ça va peut-être vous étonner. Elle n'est pas du tout congolaise, c'est une Ivoirienne. C'est une femme engagée, une femme dans la politique, une femme qui aime l'Afrique et qui aujourd'hui vient parler de tout ce qu'elle a pu faire. Donc nous avons vraiment fait un effort pour que aujourd'hui vous puissiez apprendre des choses nouvelles et que ça puisse aussi servir d'enseignement, que tout le monde est capable de pouvoir être différente. Sans plus tarder, je vais donc accueillir mon invité qui s'appelle Edwige Nechama Sosa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, je vais rappeler un peu, elle est présidente d'une association, elle est née le 13 octobre 1972, alors c'est une ancienne de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles, donc vous allez comprendre qu'elle connaît évidemment ce métier-là, donc ce milieu-là, la politique, et elle a obtenu un DESR. Alors vous allez voir avec elle qu'est-ce que tout cela veut dire et aujourd'hui quel est le sujet. Sans plus tarder, je l'accueille. Madame Edwige Sosa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, enchantée de vous recevoir ici pour la première fois sur Congo Web Télévision et sur notre site CNnews. Est-ce qu'on peut recueillir vos impressions? Écoutez, j'ai été très bien accueillie. Je viens de Bruxelles, donc le trajet a été un petit peu long, pas fatigant parce que j'ai l'habitude de venir à Paris pour justement ce genre d'émission. Et je suis très contente d'être avec vous, Congo Web, avec en fait toute la population congolaise. Voilà. Alors j'espère que je vous ai bien accueilli, hein, sinon mes téléspectateurs m'en voudront. J'ai été très bien accueillie. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur votre... avant de commencer votre parcours, notre première partie s'intitule Souvenir. Vous allez essayer de nous dire qui est au final Edwige Nechama Sosa. Quand je dis ça, c'est-à-dire où est-elle née, d'où vient-elle, où a-t-elle grandi? Alors oui, je suis donc effectivement Edwige Nechama Sosa. Je suis née en Côte d'Ivoire le 13 octobre 1972. J'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires à Paris. Et puis ensuite, je suis partie à Bruxelles pour au départ faire un stage au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et donc en fait, ça c'était vraiment d'à propos parce qu'on quittait la convention de Lomé pour s'acheminer vers l'accord de Cotonou. Et donc j'ai suivi avec l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles les négociations ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Donc on a beaucoup voyagé, on est allé à Saint-Domingue lors du sommet des chefs d'État et puis le couronnement, ça a été évidemment la signature de l'accord de Cotonou à Cotonou en juin 2000. Alors d'accord. Donc alors du coup de 72 on est déjà arrivé à 2000 en moins de 2 minutes. Est-ce que on va revenir quand vous étiez étudiant, vous avez dit vous avez grandi à Paris, primaire, secondaire. Vous aspirez à être quoi à cette époque-là? Vous vous disiez dans le meilleur des cas je serai quoi? C'est-à-dire qu'au départ, moi j'ai fait des études de droit et puis... Là c'est déjà université, mais quand on est encore jeune, à 15 ans, on se cherche encore au niveau du lycée, il y en a qui se disent j'aimerais bien être docteur. Vous c'était quoi? Moi c'était déjà la politique parce que mon grand-père du côté maternel faisait de la politique et donc je ne sais pas si j'ai hérité de ce genre de son goût pour la politique, mais c'est vrai que très tôt moi je voulais faire de la politique pour justement faire bouger un petit peu les lignes, faire bouger les choses. Alors qu'est-ce qui vous dérangeait peut-être à l'époque? Déjà si vous devez faire une lecture. C'est-à-dire que c'est vrai que déjà à l'époque, étant à Paris et étant africaine à Paris, je m'interrogeais sur les relations entre justement les États africains et les États européens. Donc pour moi, ça a été très très tôt une prise de conscience de se dire qu'il faut changer un petit peu, beaucoup même, les choses par rapport aux relations que l'Afrique a avec l'Europe. D'accord. Alors d'où on en revient à 2000 après la signature. Ensuite, que faites-vous? Alors après la signature de l'accord de Cotonou, je me marie, je continue la politique évidemment avec les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Je participe à des émissions télé, radio à Bruxelles et puis je travaille dans le milieu ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et puis après, je change un petit peu d'optique parce que les négociations que l'on a eues avec les Européens m'ont un petit peu bouleversée
dans le sens où j'avais remarqué que les États africains, les États ACP, quand on allait en réunion avec la partie européenne, on allait un petit peu en rang dispersé. Et donc les Européens avaient une ascendance sur nous en réunion. Alors je me suis dit que la première des choses à faire, c'était peut-être d'écrire un livre. Et donc, j'ai écrit un premier livre vers une nouvelle stratégie politique, où je parle beaucoup de stratégie et de politique. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, on manque cruellement de stratégie. Et on n'a pas encore vraiment développé l'outil stratégique, et ça, je l'ai vu en réunion. Et donc, dans mon premier livre, je base beaucoup, je me base beaucoup sur la stratégie en disant que la stratégie, en fait, c'est un art de faire les choses ensemble et que cette stratégie-là ne doit pas s'arrêter à l'entrée en vigueur d'un champ de bataille, mais se construit effectivement dans des bureaux. Et à huis clos. Et donc j'ai beaucoup milité à Bruxelles et je continue à militer en tout cas par rapport à l'Afrique et je dis qu'il faut absolument que les Africains, que nos leaders africains puissent développer la stratégie parce qu'on peut rien faire sans stratégie. D'accord. Alors on va revenir à quand vous avez travaillé à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Vous étiez donc stagiaire. Oui. Comment vous avez vécu cette expérience au final de travailler pour l'ambassade d'un pays dont vous êtes natif ici dans l'Occident? Ça a été une très belle expérience parce que j'ai appris effectivement d'abord à mieux connaître mon pays, la Côte d'Ivoire, et puis ensuite j'ai appris aussi les différentes négociations, comment est-ce qu'on négocie. Bon, c'est vrai que les Africains n'ont pas vraiment cet art de la négociation et c'est dommage parce que ça nous perd beaucoup quand on est avec les Européens. On peut dire quoi alors finalement, qu'on subit? On peut dire qu'on subit malheureusement et que les Européens, quand on va en négociation avec eux, ils ont vraiment une ascendance sur nous. Et c'est pour ça que moi, dans mes 2 livres que j'ai écrits, je parle non seulement de stratégie mais aussi de négociation. Comment arriver à faire inverser la tendance à l'avantage des pays africains. D'accord, alors on va en arriver à la deuxième partie, vous nous direz comment faire finalement. Mes chers téléspectateurs, nous allons demander bien évidemment à la maison Monique Production, c'est-à-dire Alain Benza, de pouvoir nous mettre un extrait de Edwige Nechama Sosa quand elle avait été reçue justement pour les élections par un confrère, quand elle avait été reçue pour les élections en 2015 en Côte d'Ivoire. On se retrouve, à tout de suite. Une mission va être menée en Côte d'Ivoire par mon intermédiaire et par l'intermédiaire de hauts responsables. Alors le but de la mission, c'est quoi? Vous savez qu'en tant qu'observateur, le rôle d'un observateur, c'est de veiller à la régularité du scrutin, donc à la transparence, et de faire en sorte que, comment dirais-je, les élections puissent se dérouler de manière démocratique. Et donc la mission, moi, qui m'est octroyée, consistera à vraiment veiller à ce que tout se passe de manière limpide, j'ai envie de dire cristalline. Les grands enjeux, oui, la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, sort c'est un pays qui est sorti meurtri en 2010 lors des élections présidentielles. Et donc, il y a eu une fracture sociale que le président Alassane Ouattara a essayé de résorber. Maintenant, nous avons en lice 8 candidats, dont le chef de l'État, et nous espérons franchement qu'à la suite de ce scrutin, nous puissions avoir une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire qui se répand au niveau international, et une Côte d'Ivoire qui se retrouve avec elle-même, une Côte d'Ivoire, comment dirais-je, de notre cher président Houphouët-Boigny, qui était une Côte d'Ivoire rayonnante, prospère. Et nous espérons vraiment, les enjeux, effectivement, il y a de grands enjeux lors de ce scrutin. Et nous veillons à ce que tout se passe de manière harmonieuse. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous voici de retour donc dans votre deuxième partie. Nous sommes toujours avec Madame Edwige. J'espère que je vous mets à l'aise. Vous me mettez tout à fait à l'aise. D'accord, alors c'est l'essentiel. Alors nous arrivons dans l'actualité à nos jours. Donc on revient encore, donc c'était une très belle expérience. Vous nous parliez donc de négociation. Comment aujourd'hui les Africains peuvent arriver à négocier? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui ne va pas? En fait, ce qui manque, c'est parce que quand on parle de négociation, évidemment, la négociation va avec la stratégie. Et donc, comme je le dis dans mon premier livre et surtout dans mon deuxième livre, Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe, je dis comment justement arriver à établir des stratégies qui peuvent faire en sorte que l'Afrique soit gagnante. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est savoir où on veut aller. Quelle est la vision que l'on a d'abord, où on veut aller, et ensuite mettre en place différentes stratégies. Et donc, ce que nous, Africains, devons faire, nos leaders africains doivent faire, quand ils vont en réunion avec
avec la partie européenne, c'est d'abord être d'accord entre eux et parler d'une seule et même voix. Et souvent, les voix sont discordantes et dissonantes, ce qui fait que quand on va ensuite avec les Européens, il n'y a pas de stratégie et il n'y a pas d'entente, et donc ils ont forcément une ascendance sur nous. Et donc, qu'est-ce que moi je dis? C'est avant d'aller en réunion, et ça, moi je l'ai vu lors des comités d'ambassadeurs aux ACP, les comités d'ambassadeurs sont justement là pour s'accorder ensemble. Mais une fois qu'on s'est accordé ensemble, il ne faut pas qu'après, avec les Européens, chacun aille un petit peu en rang dispersé. Donc garder cette unité-là, une unité de décision, une unité de point de vue, et ensuite aller avec ça auprès de la partie européenne. Et quand on est face à la partie européenne, ce que je leur dis souvent, c'est de pouvoir imposer entre guillemets ses idées et ne pas subir. Et donc, quand par exemple, on constate que les Européens ont une ascendance sur nous, ou alors veulent nous faire signer des accords qui ne nous arrangent pas, ou encore veulent par exemple, comme avec les accords de partenariat économique, nous imposer leur point de vue, il est de notre devoir, si ça n'arrange pas nos économies, de dire non. Et les accords de partenariat économique n'étaient pas au départ dans l'accord de Cotonou. C'est après que c'est venu un petit peu sur le tapis, et donc ça nous a tous surpris. Ça a surpris tous les responsables politiques africains. Et donc maintenant, on est tributaire un petit peu de ces différents accords de partenariat économique. Et donc là, je dis qu'il y a un danger pour l'Afrique, notamment pour les économies les plus faibles. Mais alors pourquoi depuis toutes ces années, depuis des décennies au final, l'Occident a toujours imposé sa volonté? Peut-être parce que nous, les Africains, on n'a pas justement réussi à imposer notre volonté et à parler d'une seule et même voix. On est tributaire, c'est vrai que certains pays africains sont tributaires de comment dirais-je, pas de dons, mais que je trouve le mot qui m'échappe, on est tributaire d'une aide, voilà, de l'aide au développement. J'y arrive, et cette aide au développement fait en sorte que on a un petit peu bloqué quand on va négocier. On se dit, les Européens nous aident, donc on n'a pas, on est un sujet. Voilà, on n'a pas à s'insurger et on n'a pas à réagir par rapport à ce qu'ils nous disent. Mais l'aide au développement c'est pas parce que les Européens nous aident qu'on doit être muselé. Et donc il faut aller au-delà de cette aide au développement et se dire oui, vous nous aidez, mais vous tirez aussi profit et avantage de nous au niveau, à tous les niveaux, miniers, pétroliers, etc. Et donc, on doit aller au-delà de cette aide au développement qui est pour moi pernicieuse. Et moi, dans mon deuxième livre, je dis que l'aide au développement, finalement, n'a pas été une bonne chose pour l'Afrique, mais a plutôt assujetti l'Afrique et a anéanti certains pays africains. Et donc, moi, je prône en tout cas pour stopper justement cette aide au développement qui finalement ne nous aide pas véritablement. Et donc on a peut-être, nos leaders africains ont peut-être cette peur là de contrecarrer la partie européenne parce que on est aidé. Et moi je dis que être aidé ne veut pas dire subir. Mais alors vous avez fait le tour, le tour du monde. Vous avez fait beaucoup de pays en Afrique par exemple. Donc vous avez eu à voir plusieurs conceptions au niveau même présidentiel, politiquement parlant. Quand vous regardez l'analyse, est-ce que peut-être pas plutôt ces leaders africains que vous dites sont plutôt pas dans une position où ça reste comme c'est, nous on reste assis, on s'enrichit, parce qu'au final c'est le cas qui arrive dans plusieurs pays d'Afrique, on s'enrichit et puis rien ne bouge. Donc travailler pour peut-être une petite partie, les leurs entre eux, et ne surtout pas en donner à leur population. Est-ce que c'est plutôt pas ça qui ferait que ça les arrange au final? Le problème justement, c'est que pendant des décennies et des décennies, certains Européens ont convaincu certains chefs d'État africains en leur disant écoutez, on vous place comme chef d'État et vous ne manquerez de rien, vous aurez effectivement tout ce qu'il faut, etc. Donc ils se sont un petit peu assis dans ce fauteuil, dans ce confort, dans cette facilité. Voilà. Et donc maintenant justement, et heureusement on a en Afrique des chefs d'État que j'appelle progressistes et qui sont justement contre ce genre de pratiques et qui veulent vraiment que l'Afrique se développe. Et donc parmi ces chefs d'État progressistes, et certainement on va y venir, je place évidemment le président de la République démocratique du Congo, qui pour moi est un panafricaniste convaincu, tout comme son père l'était. Et donc en ce moment, c'est vrai qu'il a des difficultés. Et pourquoi il a ce genre de difficultés? Parce que justement, il veut prendre ses distances par rapport
aux Européens et notamment à la Belgique qui essaye encore de l'assujettir et de lui infliger une politique qui n'est pas la sienne. Et donc il faut maintenant aider ce genre de chefs d'État panafricanistes qui ont compris le bien fondé de faire quelque chose pour leur pays. C'est pas toujours évident puisque on est sujet à des prédateurs, on est sujet à des Européens qui viennent comme ça à tout vent semer de très mauvais grains. Et donc c'est vrai qu'au Congo on se plaint beaucoup en disant qu'il y a la guerre dans le Kasaï, qu'il y a la guerre dans l'Est, etc. On va certainement y venir, mais ce n'est pas du chef évidemment du chef de l'État. Ce serait vraiment un raccourci que de dire que tous les maux qui se déroulent en République démocratique du Congo sont de la faute du président. Madame Sosa, nous arrivons dans un chapitre, alors dans un passage plutôt où on va s'attarder, en disant ces paroles, en prononçant que vous soutenez d'ailleurs Joseph Kabila pour ses actions. Certaines personnes en regarderont nous diront, il y a effectivement le président de la République et le chef des armées. Donc c'est-à-dire à la responsabilité de tout problème basé dans son pays. Jusque-là, vous me suivez. Absolument. On est d'accord. Oui, on est d'accord. À la responsabilité. Il y a des meurtres, il y a des tueries, il y a des viols, il y a tout ceci qui se passe autant dans l'Est, autant dans la région du Kasaï. La charge lui revient. Quand vous dites que vous êtes il est dans cette voie-là, dans une voie pour une Afrique meilleure, vous vous basez sur quoi? Sur un Congo meilleur, pardon. Oui, en fait, effectivement, il est incontestable qu'il est conscient de tout ce qui se passe dans le pays, des viols les viols qui se déroulent dans l'est du Congo ne datent pas d'hier. Et donc déjà lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Il était conscient de la chose. On peut pas dire qu'il reste là sans rien faire. Vous savez que ce qui se passe dans l'est du Congo n'est pas du chef réellement des Congolais eux-mêmes. Les Congolais sont un petit peu aussi envahis par des forces extérieures. Et puis que fait-il pour les combattre? Ce qu'il fait pour les combattre, il essaye à chaque fois que c'est possible d'endiguer justement cette violence-là par des discours, en allant sur le terrain. En prônant justement la paix, parce que c'est vrai que sans la paix qui est le soubassement de toute œuvre, on ne peut rien faire, et donc il multiplie comme ça les actions, il multiplie les interventions. Dernièrement encore, il est allé pour parler de paix en disant, écoutez, moi je suis un homme de paix, je veux la paix dans l'est du Congo, je veux la paix pour mon pays, et donc il fait ce qu'un chef d'État doit faire. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas, il peut pas être partout, il n'est pas omnipotent ni omniscient, et donc il ne peut pas véhiculer à chaque fois, et adosser le fait qu'il y ait des viols à répétition, etc. Bien que son gouvernement et bien que lui-même se base vraiment et prône vraiment la paix. Et donc moi, je suis un petit peu un petit peu choquée quand je constate par exemple à Bruxelles, puisque je vis à Bruxelles, quand je constate à Bruxelles qu'il y a au niveau de la diaspora congolaise beaucoup de nombreux Congolais qui sont contre le chef de l'État, je me dis qu'ils se trompent de combat et qu'ils n'ont pas réellement compris ce qui se passe dans leur pays. Alors, si je pourrais peut-être vous couper, Madame Sosa, il y a eu les élections en 2015 en Côte d'Ivoire. Oui. Le président Alassane Ouattara a été réélu. Dans l'extrait que nous venons de voir, vous avez dit « Je pars en mission pour que les élections soient claires, pour que les élections soient limpides, et même dites cristallines ». Qu'en avez-vous ressorti de ces élections? On reviendra sur ce que je dis. Je vois que vous avez tout à fait suivi mon intervention. Effectivement, je parlais d'élections cristallines parce que être observateur, c'est vraiment analyser une élection et voir effectivement que cette élection se passe de manière propre et transparente. Écoutez, on peut pas dire que dans les élections il y a 100% de transparence. Ça, serait vraiment, c'est l'idéal qu'on aimerait avoir, mais on est loin de cet idéal-là. Et moi, en tant qu'observatrice, effectivement, les élections en Côte d'Ivoire en 2015, on a été quand même assez loin de cet idéal. D'accord. Même si on a essayé de tendre à ça, on peut pas dire que tout a été clair, que tout a été transparent et que tout a été cristallin comme ce que je voulais. Alors, je reviens maintenant à l'actualité. En 2006, ces élections, Joseph Kabila opposé à Demba, ont été des élections encore contestées par la population. On revient encore aux élections suivantes où Joseph Kabila, encore contesté face à Monsieur Etienne Tshisekedi,
Aujourd'hui, le mandat de Monsieur Joseph Kabila est fini, est terminé depuis décembre 2016. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est vraiment dans l'Afrique dont vous êtes en train de prôner, c'est-à-dire une Afrique libre, une Afrique claire, une Afrique limpide, où il n'y a pas de date encore pour les prochaines élections, où nous avons eu à avoir pendant un an à attendre jusqu'à décembre? Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un est vraiment pour le développement de son pays, on en arrive à de telles actions? Faut nuancer, c'est vrai que l'accord de la Saint-Sylvestre de 2016 était tout à fait clair, et cet accord-là, de toute manière, le chef de l'État ne le conteste pas. Ce qu'il y a maintenant, c'est vrai que tout le monde attend, aussi bien au niveau de l'Occident que du Congo lui-même, tout le monde attend les élections. Mais il faut se dire qu'on ne peut pas véritablement programmer des élections quand il y a encore des pans dans des provinces où il n'y a pas la paix. C'est quelque chose de pas possible. Et donc c'est vrai que la Constitution est claire, c'est vrai que l'accord de la Saint-Sylvestre est clair, néanmoins on est obligé à un moment donné de se rendre à l'évidence et de se dire on ne doit pas faire d'anicroche, mais en tout cas au moins créer une certaine ambiance pour que les élections puissent avoir lieu de manière paisible. Mais en ce moment, il n'est pas possible, il n'est pas possible d'organiser en ce moment, dans l'état actuel des choses, des élections. Pourquoi? Parce qu'il y a encore dans certaines provinces la guerre. Comme vous venez de le dire, la guerre est liée depuis qu'il est arrivé. Il a dit, ça fait 17 ans qu'il est au pouvoir, et malgré tout, il y a toujours des viols, comme vous l'avez dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc au final. Oui, mais justement, et donc de toute façon, il a promis, et il y aura des élections. Mais il veut que ces élections-là puissent être vraiment des élections en bonne et due forme. Et pour que ces élections puissent être en bonne et due forme, je vous assure qu'on ne peut pas les tenir véritablement dans l'état actuel des choses. Donc parler d'élections en décembre 2017, c'est vraiment quelque chose de chimérique et quelque chose qui n'aura pas lieu. Et je tiens à le dire. S'il y a un soulèvement en décembre, qu'allons-nous faire? Si le peuple au final décide de se soulever, qu'allons-nous faire? Je pense que le peuple congolais est un peuple sage, est un peuple averti, est un peuple avisé, et que le peuple congolais ne veut pas qu'il y ait sur son sol des troubles, des guerres à répétition et des pertes en vie humaine. Et donc, fort de cette sagesse-là, à mon avis, et c'est ce que j'appelle de mes vœux, ce peuple congolais va se rendre à l'évidence et constater que en matière de timing, il est impossible de réaliser correctement ces élections. Je vais encore poser une question que le peuple ne m'en voudra pas si je ne pose pas. 6 ans, c'était long pour organiser des élections. Au final, on est à 5+1. Oui, 6 ans, c'est long, effectivement, mais quand on veut vraiment dans un pays aussi grand que le Congo, dans un pays qui est sujet à des prédateurs, dans un pays qui est tellement convoité, et ça il faut le dire, pour tout, les Congolais doivent se rendre compte de la situation en se disant on est dans un pays qui est convoité par les Occidentaux. Et à cause de ça, on est sujet à des troubles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de se dresser contre le chef de l'État, nous devons, nous, population congolaise, lui apporter notre soutien pour justement combattre les invasions étrangères, les invasions occidentales. Et donc moi j'appelle de mes vœux ici un sursaut de démocratie, un sursaut de conscience du peuple congolais dans son ensemble, à soutenir le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce peuple congolais se rende compte. Moi, je vis à Bruxelles, je participe à des réunions de haut niveau à Bruxelles avec les Européens. Je sais ce qui se passe, je sais ce que les Européens veulent faire par rapport au Congo, et c'est pas du tout réjouissant, et c'est même alarmant. Et donc, je me dis très sincèrement qu'il faut que le peuple congolais ait ce sentiment d'unité par rapport à leur chef de l'État, Joseph Kabila, pour pouvoir justement endiguer ce que l'étranger veut faire dans le pays. Parce que ce que les Occidentaux, en l'occurrence les Européens et notamment la Belgique, et là je suis obligée de le dire, ce qu'ils sont en train de préparer pour le Congo n'est pas du tout réjouissant. Et donc par rapport à ça, on croit effectivement que ce sont les Congolais qui sèment la panique, ce sont les Congolais qui créent des problèmes, ce sont les Congolais qui font qu'il y a des morts, etc. Mais non, ce ne sont pas les Congolais en tant que tels, ce sont
des étrangers, ce sont des Occidentaux, des Européens notamment, qui essayent de corrompre certains Congolais pour justement semer la zizanie. Mais le Congolais lui-même qui vit chez lui et qui veut la paix dans son pays ne doit pas justement être écouter le chant des sirènes européennes. D'accord, mais le Congolais qui vit chez lui tout autant que moi, je reviens aussi de Kinshasa, règne une limite, une famine. C'est un pays qui est en voie de développement, c'est un pays où les gens vivent en dessous de moins $1 par jour. En fait, c'est pas... Et quand on essaye de calquer tout ça, c'est-à-dire c'est un pays où les gens sont fatigués. Est-ce que peut-être ça ne leur donnerait pas de la paix au final qu'il puisse y avoir des élections, tout comme dans certains autres pays qui sont en voie de développement, où on arrive aujourd'hui à avoir des élections. Au final, il y a eu des élections qui se sont bien passées. Comme vous l'avez dit, ça a été essayer d'être au plus clair possible, on s'y approche, mais c'est toujours pas ça. Mais sans coup de guerre, sans armes, est-ce que c'est encore possible? En fait, le Congo n'est pas un pays en voie de développement, c'est un pays en développement. C'est un pays qui est en train de se développer. Donc, il a quitté le stade de cette voie de développement pour entrer dans le développement. Et donc, ce développement-là, écoutez, depuis que Joseph Kabila est président, on ne peut pas dire, depuis 2001 jusqu'à 2017, on ne peut pas dire en toute conscience et vraiment quand on veut être honnête, on ne peut pas dire que rien n'a été fait au Congo, c'est pas possible. Le chef de l'État a fait des choses, n'en déplaise à certains, il faut quand même avoir la décence de reconnaître ce qui a été fait. Évidemment, on est loin. Vu qu'il y avait les 5 chantiers, est-ce que vous aurez 5 grandes actions que vous pourrez noter du chef de l'État? Bah, écoutez, les 5 chantiers, effectivement, n'ont pas été tous finalisés. C'est bien pour ça que j'ai dit, comme on parlait des 5 chantiers, ce qui était son programme, est-ce que vous aurez 5 actions? Bah, il y a 5 actions qui ont été faites. Facile. 5 actions, au niveau par exemple de tout ce qui est infrastructure, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu au niveau infrastructure, il y a quand même eu un développement au niveau des infrastructures, au niveau des constructions par exemple d'hôpitaux, etc. Il y a certains hôpitaux qui ont été construits. On peut pas dire, c'est pas possible de dire en fait, que rien n'a été fait. Non, alors on n'est pas là pour défendre ou pas. Je suis juste là pour parler au nom de ce peuple. Il y a des hôpitaux qui ont été construits. Par exemple, je vois, il y a des choses qui ont pu changer comme les routes, le boulevard du 30 juin, des travaux sur une route qui est déjà faite. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Kinshasa, c'est 24 communes. À Maluku, il n'y a pas de courant. À la capitale même, enfin, je reviens dans les communes proches, le délestage est de mot d'ordre pour une capitale. Eh ben justement, et c'est là où, mais vous faites bien de parler de ça. Et donc en disant ça, le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire ah ben c'est la faute de Joseph Kabila. Ah ben non, c'est pas de sa faute. Pourquoi le Congo est dans une situation pareille? Tout simplement parce que au niveau des investissements, au niveau des investisseurs, les Européens ont une politique qui n'est pas très très bonne pour le Congo. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se tourner vers les... Pourquoi est-ce que finalement on a le président a opté pour la Chine, pas forcément par envie d'aller auprès de la Chine pour que les Chinois nous aident à faire des choses. Si les gens se tournent vers la Chine, c'est une question de coût. Non, ce n'est pas uniquement une question de coût. C'est parce que les Européens ne sont pas honnêtes, ne sont pas clairs et ne sont pas conséquents par rapport justement au peuple congolais par rapport au Congo. Et donc, on se tourne vers des États qui nous respectent. Madame Sosa, c'est surtout une question de, même ici, les délocalisations. Vivant en Europe, combien de délocalisations pour des entreprises créées en Chine? Pourquoi? La main-d'œuvre est moins chère. Le coût de la moindre contre à l'intérieur. Donc c'est aussi, je pense, ça qui fait que la Chine se tourne aussi beaucoup vers l'Afrique. La Chine se tourne vers l'Afrique, pas seulement pour ça, c'est parce que la Chine, depuis Bandung en 1955, les non-alignés, les Chinois se sont toujours sentis proches, comment dirais-je, des Africains par rapport aux Européens. Mais ce que je veux dire ici, c'est que s'il y a pénurie d'eau, s'il y a pénurie d'électricité, s'il y a pénurie de pas mal de choses en ce moment au Congo, ce n'est pas du chef du président de la République, c'est parce qu'il y a des contrats avec certains États européens qu'on ne veut pas signer, parce qu'il y a des investisseurs qui sont des prédateurs en l'occurrence, et qui font en sorte que les contrats que l'on signe avec eux ne sont pas possibles, et justement on est, si vous voulez, en défaveur par rapport à ce qu'ils nous demandent, et donc on dit non, et donc le chef de l'État dit non. C'est pour ça qu'on est un peu dans une situation comme on est actuellement. Chaotique. Oui, chaotique pour l'instant, mais n'en déplaise,
à certains nouveaux contrats que l'on pourrait signer avec Cuba, par exemple, parce que historiquement, Cuba a toujours été un ami fidèle du Congo. Je parle de Cuba, je parle effectivement encore de la Chine qui pourrait effectivement optimiser ces contrats avec le Congo, mais en ce moment, c'est vrai qu'avec les Européens, ça coince énormément. Alors, en vous écoutant parler, une question me vient. Quel est votre intérêt pour le Congo? Moi, écoutez, je suis une Africaine, premièrement. D'accord. Et j'adore l'Afrique. Et puis le Congo, c'est quelque chose, c'est un pays qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un pays, déjà géographiquement parlant, qui est au cœur de l'Afrique. Et donc, je me dis que ce pays-là, avec toutes les richesses qu'il a, c'est pas possible, doit pouvoir s'en sortir. Et je le dis toujours que si le Congo s'en sort, c'est l'Afrique en général qui va s'en sortir. Et donc ça va faire, il y aura comme un effet de contagion. Et donc c'est pour ça que je me focalise. Ah, vous voulez être au focus pour que ça parte autour. Oui, je me focalise vraiment sur le Congo pour que ce pays-là puisse vraiment se développer. Et si le Congo se développe, croyez-moi que tous les États africains autour et au-delà, Afrique de l'Ouest compris, se développeront aussi. Donc c'est pour ça que je ne me base pas, par exemple, je pourrais très bien m'occuper de la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirienne, ou par exemple du Bénin, puisque mon père est d'origine béninoise ou du Togo, etc. Mais je me dis que ça ne sert à rien de s'occuper de ces États-là, tant que le cœur de l'Afrique, c'est comme un organisme humain, quand le cœur ne va pas, l'organisme ne va pas. Et donc si on ne s'occupe pas du cœur de l'Afrique, du centre vraiment de cette Afrique-là, c'est toute l'Afrique qui n'ira pas. Et donc je suis obligée, pour maintenir un organisme africain, on va comparer l'Afrique à un organisme humain, et donc pour maintenir justement cet organisme africain dans un bon état et en bonne santé, je suis obligée de m'occuper du cœur et donc de la vie. Et donc cette vie-là et ce cœur-là, c'est en RDC. Voilà. Quel est votre lien avec Joseph Kabila? Eh ben écoutez, mon lien avec Joseph Kabila, c'est un président que j'aime beaucoup parce que il fait de son mieux, et puis je le considère comme un panafricaniste et surtout comme un chef d'État progressiste. Dans l'Union africaine, il y a des progressistes et il y a des non-progressistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, donc les non-progressistes, qui sont encore dépendants, qui sont encore qui ont encore la langue pendue comme ça par rapport aux Européens. On leur dit oui à tout, vous voulez ça, on vous donne, etc. Notre population, on s'en fout un peu, voilà. Et puis il y a ces chefs d'État progressistes et donc panafricanistes qui veulent justement faire des choses pour leur pays et qui se débattent vraiment parce que c'est pas évident et parce que justement il y a tous ces prédateurs occidentaux qui veulent semer un petit peu la zizanie. Moi, quand j'ai entendu dernièrement à Bruxelles la députée européenne Maria Arena qui a dit, quand j'ai rencontré Joseph Kabila, c'était quelqu'un de très bien, avec qui on a passé des accords, etc. Et aujourd'hui, je constate que c'est n'importe quoi, etc. Je dis que ce genre de discours en 2017 ne doit plus avoir lieu. Joseph Kabila ne va pas, comment dirais-je, parler de Maria Arena, députée européenne. On n'est pas là pour parler des Européens, etc. Donc que chacun s'occupe de son lopin de terre, que chacun s'occupe de son continent entre guillemets. Et je trouve que c'est outrepasser à l'heure actuelle encore les droits les plus élémentaires de liberté et de démocratie et d'autodétermination que d'entendre des députés européens s'insurger comme ça dans des affaires africaines. Alors, vous êtes en train d'écrire une biographie sur le père, oui, et sur le fils. Absolument. Est-ce que vous avez eu à rencontrer Joseph Kabila? Écoutez, je suis allée, pour tout vous dire, en 2000... Pour ne rien cacher, hein, ça reste entre nous, bien évidemment. Je suis allée en 2016, au mois de novembre, décembre, à Kinshasa. Donc pendant que ça chauffait l'année dernière. Pendant que ça chauffait, effectivement. Et donc j'étais allée pour le rencontrer et surtout pour lui donner des conseils par rapport à ce que moi j'entends venant de l'extérieur, à Bruxelles et dans les réunions notamment avec les Européens, etc. Et donc je suis restée 2 mois.
je crois, le 28 décembre. Et puis, j'ai dû revenir sur Bruxelles. Alors, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer son oncle, qui est Monsieur Dieudonné Casadi. Donc, c'était l'ancien directeur de l'agence des renseignements à l'époque du MSE. Et donc avec lui, on a beaucoup échangé, on a parlé, et donc il a trouvé la biographie, en tout cas l'idée de faire cette biographie très très intéressante. Il a effectivement repris contact avec le chef de l'État en disant voilà, on a quelqu'un ici qui veut faire une biographie sur votre père et sur vous-même. Et donc il a été effectivement très très touché, très content, et donc voilà. Et donc effectivement là j'ai un autre rendez-vous au mois de novembre-décembre, que je vais le revoir en fait, pour justement bien asseoir les choses et surtout rencontrer des gens qui ont connu le musée. Ça c'est très important, parce que moi en fait la biographie que je fais ne se base pas sur internet à regarder ce qui s'est dit, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de vécu. Et donc rencontrer des personnes qui ont connu Laurent Désiré Kabila, qui vont me parler de lui, rencontrer aussi la sœur du président Joseph Kabila, évidemment Joseph Kabila qui doit me parler de lui, me dire vraiment à cœur ouvert, comme on dit, ce qu'il en est de lui, pourquoi il a fait la politique, justement comment est-ce que ce désir-là est venu, est-ce qu'il a été plongé dans le bas, est-ce qu'il a été obligé de prendre la succession, bref, tous ces éléments très très importants qui vont aussi lui permettre de se réconcilier avec le peuple congolais, parce que moi ce qui me choque et ce qui m'attriste beaucoup, c'est quand j'entends des choses, des inepties du genre qui n'est pas le fils de son père. C'est aberrant, on a des preuves irréfutables, et là je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va être, ça va être trop long. On va être trop long, mais on a des preuves irréfutables comme quoi Joseph Kabila est bien le fils de Laurent Désiré Kabila. Moi j'ai des photos d'enfance, parce que comme je rédige une biographie, je suis obligée de me documenter aussi par ailleurs. J'ai des photos d'enfance où on voit Laurent Désiré Kabila avec son fils en bas âge, je crois qu'il devait avoir 4-5 ans. À ses côtés, et donc vraiment je trouve que le peuple congolais doit dépasser ce genre de clivage. Le peuple congolais, les Congolais sont des gens intelligents, et donc il faut pas tomber dans ce genre de Le Congolais n'est plus, je pense qu'aujourd'hui ce ne serait plus une question à débattre, ou le plus important, je pense que 2016 est passé. Les Congolais sont plus en train aujourd'hui de prôner ça. C'était un discours qu'ils avaient encore il y a 2 ans. Mais ils l'ont encore à Bruxelles, figurez-vous. D'accord, à Bruxelles. Quand vous allez à Matongé, quand vous allez vous promener à Matongé à Bruxelles, vous entendez à répétition comme un disque qui est presque rayé, ce genre de choses. Alors moi, évidemment, je suis obligée de dire, écoutez, à un moment donné, il faut arrêter et dépasser ce genre de réaction. Mais qu'est-ce que vous pourriez répondre, Madame Sosa, à tous, par exemple, les combattants qui ont dû faire arrêter des concerts pour revendiquer au final? Ce sont des personnes qui ont quitté pour des raisons ou autres, ou X ou Y, ont quitté leur pays, de gré ou de force, on ne sait pas, pour arriver en Europe, pour chercher une vie meilleure, et qui sont révoltés de voir que leur famille, c'est-à-dire ce sont des appels à répétition pour pouvoir envoyer de l'argent, ce sont des appels à répétition pour pouvoir aider. Les hôpitaux qui ont été construits ne sont pas au final pour la population parce que les prix sont élevés, et donc empêchent cette population de pouvoir se soigner. Les meurtres, les morts augmentent de jour en jour, et tout ça, est-ce il en est conscient? Est-ce que tout ça, il ferme les yeux? C'est ça, ce sont ces réponses-là que les Congolais ont besoin. Quand vous dites il, vous parlez de qui? On parle de Joseph Kabila, du gouvernement, du PPRD, de toutes ces personnes qui sont au pouvoir. Moi, on peut parler effectivement et on peut gloser sur ces fameux combattants. Je pense que déjà, ça, pour les combattants, c'est déjà pas bon signe, parce que on n'est pas là pour combattre, ni pour se combattre, ni pour Ils se sentent oppressés. Ils se sentent oppressés, oui, mais ils oppressent aussi. Moi, j'ai été vraiment attristée quand j'ai constaté à Bruxelles, parce que j'ai déjeuné avec
Dieudonné Casadi à Bruxelles dans son hôtel, et j'ai été choquée quand j'ai appris qu'il avait été agressé justement par des combattants. Et donc le débat, le vrai combat, c'est pas un combat par la force, mais ça doit être un combat d'idées. On peut pas comme ça impunément attaquer physiquement des responsables politiques sous prétexte que ce sont des personnes du gouvernement. C'est plus possible. Donc il faut hisser le débat vraiment à un niveau quand même supérieur et pas s'attaquer physiquement, parce que là on ne tombe plus, là on ne fait plus de la politique, là c'est vraiment du bac à sable, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc ces combattants là, on veut bien les entendre, on veut bien les écouter, mais la manière dont ils procèdent n'est pas tolérable, et donc on ne peut pas effectivement engager de discussion avec des gens qui sont certes révoltés par certaines choses, on veut bien l'admettre, mais c'est pas parce qu'on est révolté qu'on doit s'en prendre aux mains. Moi, c'est pas parce que je ne vous aime pas et que je suis pas en accord avec vous que je vais vous agresser physiquement. Je vais essayer d'avoir un débat d'idées avec vous et d'essayer de tirer des conclusions et d'en sortir en tout cas par le haut. Donc c'est ce qu'on demande aux combattants. On leur dit OK, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais arrêtez d'agresser physiquement les gens. C'est plus possible. Alors, pour clore ce chapitre sur les élections et sur Joseph Kabila et votre livre, dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas, vous répondrez quoi à ces personnes qui disent que notre dernier mot, Joseph Kabila, doit partir? Vous répondrez quoi? Pour qu'on ait la paix, pour que le Congolais puisse retrouver la paix, c'est ce qu'ils sont en train de prôner au final. Ceux qu'on intervient, tous ceux qui sont de l'opposition disent il doit partir, parce que là on veut plus discuter du fait que la date est dépassée, il doit partir et la paix reviendra. Vous répondez quoi? Je dirais que ce sont des raccourcis. Joseph Kabila doit partir. On ne part pas comme ça. C'est un chef d'État. Doit respecter la Constitution. La Constitution n'est pas quelque chose de fermé non plus. Et donc, on ne peut pas... C'est vrai qu'il doit respecter la Constitution, mais cette Constitution-là n'est pas hermétique. Je veux dire qu'on ne peut pas non plus impunément à chaque fois se référer à la Constitution en disant Constitution, Constitution, Constitution. Une Constitution, elle évolue au gré du temps, elle évolue en fonction des circonstances. Et là, en l'occurrence, les circonstances font qu'il ne peut pas, que le chef de l'État, Joseph Kabila, ne peut pas partir pour l'instant. Il peut organiser des élections et il va organiser des élections. Ça, de toute façon, c'est clair, c'est net. Ce sera à sa guise? Ça sera en tout cas de son chef, et ces élections-là qu'il va organiser se feront, à mon sens, avec lui. Il faut dire la vérité aux gens. Joseph Kabila ne sera pas hors des élections. Ça, je vous le dis, il fera partie intégrante des élections. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un autre mot à rajouter? Donc, quand est-ce qu'on pourra savourer ce livre, finalement? Oui, mais vous faites bien de le dire, parce que c'est un livre qui va se savourer, parce que il va retracer vraiment, de manière vraiment très intime, la vie du Mzee et la vie de Joseph Kabila. Et donc c'est en un seul livre. C'est en un seul livre. Et là, je vous fais une fleur sur votre plateau, puisque c'est entre nous. Donc ce livre s'intitule De Kabila à Kabila, Instant de vérité. Et donc c'est vraiment, je vais vraiment retracer et restituer vraiment dans ce livre la vérité, ce qui est réellement qui a été le Mzee, qui est Joseph Kabila, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire, et comment justement faire en sorte que le Congo puisse s'en sortir par le haut. Et c'est ce que de toute façon tous les Congolais appellent de leur vœu. Petit temps que le père a été président et les 17 ans du fils, vous pensez que qui avait réellement un amour pour son pays? Les deux. Au même titre? Les deux. 50-50? Parce que la vie politique de Laurent Désiré Kabila malheureusement a été très courte, mais sinon LDK, comme je l'appelle dans la biographie, c'est quelqu'un c'est un panafricaniste nationaliste, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a eu à cœur de s'insurger face justement aux prédateurs, face aux Européens. Et c'est pour ça que finalement il a été porté, au pouvoir. Et donc cette foi en Afrique, parce qu'il avait foi d'abord dans son pays, mais il avait foi aussi dans cette Afrique. Et Laurent Désiré Kabila, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui
pour moi, ça a été, en tout cas, on parle souvent de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire comme étant un président super, etc., hors norme. Mais Félix Houphouët-Boigny a beaucoup pactisé avec les Européens. Il a travaillé avec les Européens. Il a été il a été ministre sous De Gaulle, etc. Bon, bref. On va pas quand même lui retirer ce qu'il a, mais Laurent Désiré Kabila, c'est vraiment par excellence le panafricaniste, c'est vraiment l'homme qui a effectivement chassé Mobutu, parce que Mobutu a été vraiment mis en place par la Belgique, ça il faut le dire, et donc c'est vraiment, LDK, c'est vraiment quelqu'un qui a eu vraiment un amour inconditionnel pour son pays. D'ailleurs, quand on écoute ses interviews, quand on écoute ses discours, on le sent ça. Moi, quand je suis allée à Kinshasa en novembre dernier, je suis allée au Palais des Marbres. Je vous assure que quand on traverse donc cette allée là qui est très très grande, avant d'arriver à gauche au niveau de son bureau, on ressent une présence, on ressent quelque chose. Moi, j'ai eu vraiment la chair de poule et je me suis dit ça a vraiment été quelqu'un, et c'est pour ça que je veux vraiment. Mais non, justement, une petite question, c'est vrai qu'on est pris par le temps. Quand vous êtes parti à Kinshasa, est-ce que vous avez essayé de vous rendre dans les quartiers populaires au final pour voir, parce que je pense que vous deviez être logé dans de très bonnes conditions. Est-ce que vous avez essayé d'aller dans les quartiers populaires pour essayer de voir ces personnes-là qui souffrent, qui n'ont rien, absolument rien, et qui, eux, demandent justement, donc la partie adverse, qui, eux, demandent le départ du président? Alors, je remets à l'honneur le chef de l'État, et c'est vrai que j'ai été très bien logée, j'ai été très bien, escortée, vraiment, il y a eu aucun souci, et c'est vrai que j'ai pu effectivement aller, je suis pas restée dans mon hôtel à me dorer la pilule et à attendre, bien que c'est vrai que c'était pas très très sécuritaire et qu'on me préconisait de pas trop sortir. Néanmoins, je demandais au chauffeur de me faire visiter la ville, et donc on a visité la ville, on s'est promené, etc. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu aller au Palais des Marbres. On est allé aussi à Matongué puisqu'il y a son pendant à Bruxelles. J'ai fait quand même pas mal d'endroits. C'est clair, c'est vrai que qu'il y a des endroits à Kinshasa qui ne sont pas optimales. Ça, je ne peux pas dire le contraire parce que j'ai vu ça. Mais ça c'est en Afrique en général. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Bien sûr, c'est l'Afrique. Vous verrez des quartiers populaires et vous verrez des quartiers résidentiels. Bon, ça c'est comme ça. Maintenant, ce que moi je souhaite, c'est que au-delà du fait qu'il y ait une classe, très pauvre, qu'il n'y ait pas de classe moyenne. Et voilà, c'est ça, une classe riche. Il faudrait effectivement développer et faire monter cette classe moyenne. Et je pense que on est quand même sur le bon chemin. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, à savoir certains qui disent Kabila doit partir, moi je leur dis vous vous trompez de débat. Kabila doit rester. Et pourquoi? Non, mais parce que j'affirme quelque chose, je veux dire pourquoi. Kabila doit rester parce qu'il est impossible qu'il puisse partir en laissant le pays dans cet état. Effectivement, vous allez me dire, ça fait 16 ans que ça dure, mais les 16 ans que ça dure, ce n'est pas de son chef. Il a pris des décisions, à savoir, prendre de la hauteur, mais vraiment prendre de la hauteur par rapport aux Européens. Et donc ça, c'est clair, c'est net, et donc c'est une bonne chose, parce qu'il va pouvoir maintenant se centrer, s'auto-centrer. Mais quand vous dites qu'il doit rester, c'est-à-dire, parce qu'il peut plus se représenter, vous dites comment? Il doit rester le laps de temps pour organiser des élections, ou il doit rester encore gouverner? C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, de toute façon, ce président ne peut pas sortir par la petite porte parce que c'est pas un petit président. Quand on est président d'un grand pays comme le Congo, on n'est pas un petit président, on est un grand président. Et donc, il n'est pas possible, il n'est pas concevable que ce président-là puisse sortir par la petite porte. Et donc, on peut y aller encore 32 ans. Non. On peut rejoindre encore les années Mobutu. Pas du tout. Les années Mobutu, ça a été les années Mobutu. Maintenant, on est dans les années Kabila et on veut justement que ces années Kabila soient les années porteuses. Et donc, pour que ces années Kabila soient porteuses, il faut justement même, et là je lance quelque chose, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il faut même que la Constitution qui a été rédigée par des étrangers, par notamment des Belges, il faudrait que cette Constitution-là puisse être révisée. Moi, je le dis haut et fort, parce qu'il y a dans cette Constitution des éléments qui ne sont pas à l'ordre du jour, qui ne sont pas au goût du jour. Et donc, on est en train de tergiverser, est-ce que ceci, est-ce que cela? Moi, je le dis,
la constitution congolaise doit être révisée. Et d'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai noté dans cette constitution des éléments qui ne sont pas, qui ne collent pas en fait à la réalité, qui ne collent pas à la situation actuelle. Et donc, quand on constate comme ça qu'une constitution ne colle plus à une situation présente, pourquoi ne pas la réviser? Et la réviser, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, parce que les Congolais se disent oui, il peut y avoir une révision constitutionnelle, et cette révision constitutionnelle permettra au chef de l'État de se maintenir. Mais le but de la manœuvre, c'est pas ça, c'est pas de lui permettre de se maintenir, c'est surtout permettre, ajouter, modifier et rectifier le tir. Mais il a défendu cette constitution pendant ces 5 ans, pendant ce mandat des 5 ans. Pourquoi aujourd'hui devrait-elle être révisée? Mais parce que justement, elle ne colle plus au goût du jour. Ah oui, c'est sûr, il faut partir. Parce qu'elle elle n'est pas en adéquation. Et donc, il faudrait, à mon sens, qu'il la change, qu'il la révise, qu'il apporte des modifications. Ces modifications-là, ça peut être effectivement au niveau du mandat présidentiel, ça peut être au niveau sur d'autres formes, etc. Mais il faut absolument que cette constitution puisse être modifiée. Et ça, je le dis encore sur votre plateau, et à mon sens, il faut le faire. Maintenant, je tiens aussi à calmer les esprits, à calmer les Congolais, à leur dire que ce n'est pas parce que je défends Joseph Kabila, donc leur président, que je suis contre eux, pas du tout, au contraire. Et je pense que dans un pays, pour qu'un pays fonctionne bien, on dit qu'on a souvent les chefs d'État qu'on mérite. Et donc, pour qu'un pays fonctionne bien, je pense que les habitants, la population doit pouvoir faire confiance en son président, doit pouvoir donner une force au président et doit pouvoir influencer le président, mais dans de bons termes, dans de bons sentiments, et avec vraiment ce désir de pouvoir vivre ensemble. Et vous savez que le peuple aime toujours qu'il y ait la réciprocité. Qu'il y ait bon échange, il faut qu'il y ait réciprocité. Vous savez, je donne, je gagne. Bien sûr, mais vous savez, si vous approchez, si un jour vous approchez, comment dirais-je, le chef de l'État, je pense que vous verrez que c'est quelqu'un, c'est un homme de paix avant tout, bien que les gens disent le contraire. C'est un homme de paix, c'est un homme qui aime plus que tout son pays, et c'est un homme qui veut vraiment, ça je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est vraiment un homme qui veut que le Congo change. Et donc les viols qu'il y a à répétition, ou la guerre qu'il y a dans le Kasaï ou dans l'Est du Congo, ce ne sont pas des éléments qui sont là pour le réjouir. Ça je vous l'assure. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'était donc les paroles de Madame Sosa. Nous allons vous mettre un petit extrait, si vous voulez bien évidemment vous restaurer ou encore passer un très bon séjour à Kinshasa. Vous avez l'hôtel Meriba qui se trouve à Gombe sur l'avenue Gemena numéro 3. On regarde et on se retrouve. À tout de suite. Pour tous vos événements, que cela soit pour les mariages, anniversaires, baptêmes, colloques, conférences et séminaires, les salles des fêtes Monique vous proposent un cadre idyllique où vous réunir. La salle Monique est là pour vous. Salle Pessamé Libinou. Tolela na Paris ba salle ya kosala ba fête na biso ya kosala ba événement makambo nyonso tolingaka. Merci na Alain Menza pour akanisi biso na salle Monique. Nos salles sont climatisées et sécurisées. Nous proposons à nos clients des devis compétitifs sur mesure avec de nombreux services, traiteurs, DJ, maîtres de cérémonie, photographes et caméramans. Non, la salle de fête est là, mais la salle de fête Monique, il y a même d'ailleurs Katasco Masolo Ango, avec Vandi Sasko G normal à Paris. Au côté de la salle de fête, on s'est retrouvé vraiment dans la salle de fête à Poto. N'hésitez pas à appeler. Ceux que vous avez dit de nous noter, appelez Alain Benza. Nous sommes ensemble. Alors c'est ce amis. Je suis de gagner déjà bien été. Merci. Tous on a 4 salles. Il y a 400 personnes ezali, il y a 800 personnes ezali, il y a 600 personnes ezali, il y a 1000 personnes ezali. Confort, il est là. Climatisé, appétissant, belle chaise, propriété, tout. Ah, t'es allé même aux orgueil. Alors n'hésitez plus et contactez-nous au 07 67 49 20 57 06 51 60 65 07 et au 01 71 34 84 88. Nos salles sont situées au 76 rue Moutier, 93 240 à Saint et aux 4 rue Armand Esder,
93 150 Le Blanc-Ménil. Bouganati sur le fait tino les bien en bonne et émiforme. Je dis bien émiforme. Contactez. Salle de fête Monique avec Alain Benza. Salle de fête Monique. Titrocop. Voilà mes chers téléspectateurs, donc dans cette interview vous êtes dans votre dernière partie, la partie entre nous. Alors, Madame Edwige, ici c'est plutôt les gens aimeraient savoir qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre. Au final vous êtes une femme qui sillonne le monde entier, qui est ici à gauche et à droite en même temps, qui est partout en même temps. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Finalement quand vous avez un moment où vous pouvez vous poser votre activité, ce que vous aimez faire comme loisir, hobby comme les autres diraient. Moi, ce que j'aime, c'est écrire, en fait. Et oui, j'aime écrire. Vous ressentez quoi? Ça vous détend, ça? C'est-à-dire que je mets mes idées vraiment sur papier, sur ordinateur. Enfin, pour moi, c'est mes idées. Je trouve que mes idées doivent pouvoir être consignées dans des écrits. Et donc, c'est vrai que quand j'ai entre guillemets rien à faire, j'écris. Je passe mon temps à beaucoup écrire, ouais. D'accord. Au-delà du fait de voyager et de rencontrer différents chefs d'État par-ci par-là, j'écris beaucoup. Alors, s'il y aurait peut-être une petite anecdote que vous aurez à nous raconter, bon, on va pas nous dire sur lequel, mais parmi les chefs d'État que vous avez, quels sont les chefs d'État que vous avez eu à rencontrer aujourd'hui, que nous connaissons peut-être? Alors, suite à votre travail, tout à fait. J'ai rencontré le chef d'État togolais, Monsieur Faure Gnassingbé Yadema. Le fils. Le fils, je connais pas connu le père. J'ai rencontré Alassane Ouattara lors de son premier mandat. Et puis j'ai rencontré, qui est-ce que j'ai rencontré encore? Sassou Nguesso, le président de Congo-Brazzaville. du Congo-Brazzaville. Et puis j'ai rencontré de nombreux ministres. Bon, les ambassadeurs, ça évidemment quand j'étais aux ACP, mais j'ai rencontré de nombreux ministres. Et quand on est allé à Saint-Domingue en 1999 pour le sommet des chefs d'État africains, donc on était en train de négocier pour signer l'accord de Cotonou. Là, effectivement, j'ai rencontré, mais là, dans son ensemble, plusieurs chefs d'État. Alors, si vous aurez une anecdote, on va taire le nom, mais je pense que vous allez taire le nom, mais une anecdote sur un chef d'État, peut-être à ce sommet, quelque chose qui s'est passé durant à ce jour. Une anecdote. Alors, laissez-moi vite réfléchir, parce que c'est pas toujours facile de se replonger. J'ai une anecdote, et ça c'est avec le président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alors, c'était à une réunion et on parlait justement du franc CFA, ce qui fait polémique en ce moment. On voit beaucoup qui s'ébattent sur les réseaux sociaux, etc., avec cette défense justement du stop au franc CFA. Et donc, j'avais posé la question au chef de l'État, justement par rapport à cette monnaie. Et ce qui m'a choqué, ça je dois le dire, c'est qu'il défendait en fait ce franc CFA qui annihile, qui cloisonne et qui empêche l'Afrique de prendre de la hauteur. Et donc ça m'avait un petit peu choqué par rapport à quelqu'un quand même qui a travaillé au FMI, mais en même temps j'ai pu aussi entrer pendant un instant dans sa tête et le comprendre, parce qu'ayant travaillé au FMI, au Fonds monétaire international, on peut pas être pour la suppression du franc CFA. Et donc je me suis dit quand même, en ayant quitté justement cette institution et en étant maintenant chef d'État d'un pays africain, la Côte d'Ivoire, j'avais espéré qu'il se serait exonéré un petit peu de ce qu'il avait appris dans les livres pour justement se confronter la réalité et prendre de la hauteur et se dire ah bah le franc CFA on n'en veut plus. Mais malheureusement il n'a pas pris cette hauteur là et il est resté cantonné à ce que les Européens lui ont appris dans les livres. Voilà une anecdote. Bon, ça on le saura. Si je pourrais en revenir à vous, quelle est votre qualité? Si vous aurez aujourd'hui, vous allez faire une autocritique, une qualité que vous connaissez, ou même que vous reconnaissez avec. Une qualité, peut-être que la qualité est aussi peut-être un défaut. Je suis pas très patiente, mais en même temps, est-ce qu'il faut toujours être patient? Donc la patience est une qualité, et en même temps, je suis impatiente. Donc bon, ça s'entrechoque un petit peu. Et un défaut? Un défaut. J'aime bien avoir raison.
c'est peut-être un défaut aussi, oui. En tout cas, quand je vais en négociation, oui, parce que je dis quand je vais, parce que je m'identifie évidemment à ces leaders politiques qui vont en négociation, et donc quand on va en négociation, il faut essayer d'avoir raison. Vous voyez, et nous Africains, quand on va en négociation avec les Européens, on ne veut pas avoir raison. Donc on laisse les Européens avoir raison. Donc au final, vous êtes une Européenne dans la peau d'une Africaine. Je ne sais pas si on peut dire que je suis une Européenne dans la peau d'une Africaine. Bah parce que vous utilisez leur stratégie. Vous avez dit, vous partez déjà avec des stratégies. Vous avez dit, les Africains partent sans stratégie. Ils partent pour essayer de minimiser, donc de venir, allez, on va accepter le moins difficile. Or, vous venez avec une stratégie, une négociation, vous voulez avoir raison, vous voulez que ce soit vous qui gagnez, et c'est peut-être ça qui leur manque, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Donc au final. Mais en même temps, si on se replonge dans les méandres de l'histoire, où justement en Afrique on avait instauré la palabre, et donc cet art justement de pouvoir parler, de pouvoir tchatcher, de pouvoir donc négocier, je pense que finalement cette stratégie pour laquelle moi je milite n'est-elle pas venue d'abord en Afrique, et puis finalement, puisque l'Afrique est ce berceau de l'humanité, et puisque cette stratégie que je conçois est certainement venue par la palabre, justement, au pied d'un arbre, on réunissait comme ça les différents chefs coutumiers, etc. Bah, je pense que nous devons retrouver justement cette palabre-là, nous devons retrouver ce sens de la stratégie, ce sens de la communication, et parce que, in fine, c'est certainement pas une qualité des Européens. Je pense que nous, Africains, déjà à l'époque, on était déjà dans la stratégie. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime la vie. Qu'est-ce que vous aimez manger? Je suis une gourmande invétérée. J'aime beaucoup manger. J'aime manger des plats tant africains qu'européens. Péché mignon? Le chocolat. D'ailleurs, il faut que je me contrôle parce que ça fait prendre du poids. Oh, ça oui, ça reste toujours ça, le jeu voilà. de la part pas. Et aujourd'hui, si je vous donnais une baguette magique et je vous disais, écoutez Edwige, prends le contrôle, change quelque chose, modifie quelque chose, agis avec cette baguette. Bien que nous ne sommes pas le bon Dieu, mais je vous donnais ça, vous ferez quoi? Avec cette baguette magique, en tout cas, ce que je ferais pour l'Afrique, et quand je parle de l'Afrique... C'est toujours pour l'Afrique. Oui, mais attention, quand je parle de l'Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc quand je parle de l'Afrique et quand je porte cette Afrique-là, je porte en même temps le monde. Parce que tout est né en Afrique. Et donc si j'avais cette baguette magique, je ferais en sorte que la RDC soit un pays, soit un havre de paix. Je ferai en sorte que la RDC... Donc votre baguette magique se porte sur la RDC. Ah oui, elle se porte incontestablement sur la RDC. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que c'est le cœur de l'Afrique, parce que c'est dans l'organisme humain, on doit faire en sorte que le cœur fonctionne bien, sinon on est mort. Et donc procurer à cette RDC une chaleur, parce que quand le cœur n'a plus cette chaleur, il meurt, l'homme meurt. Et donc insuffler, alors avec cette baguette magique, j'insufflerai une chaleur inconditionnelle à cette RDC et je ferai en sorte que ce pays puisse se retrouver vraiment. Et si ce pays se retrouve, l'Afrique entière se retrouve, et ça sera bon effectivement pour l'Europe, parce que je ne suis pas contre les Européens. Ce que je dis simplement aux Européens, c'est de nous laisser nous autodéterminer, et en nous laissant nous autodéterminer, ça sera aussi bon pour eux, parce que l'Afrique, on est des consommateurs invétérés, et donc l'Europe est en perte de vitesse. Moi, ça me fait doucement sourire quand je vois les Européens qui se débattent à corps et à cri pour essayer de restituer une Europe qui est finalement morte, entre guillemets. Ils vont s'insurger quand ils vont m'entendre, mais c'est une réalité. Et donc redonner donc un souffle nouveau à cette RDC et donc à cette Afrique, c'est redonner aussi un souffle nouveau à cette Europe et puis à l'Occident et puis en fait au monde entier. Donc c'est ce que vous ferez avec cette baguette magique. C'est ce que je ferai, oui. Mère de famille? Je suis, oui, maman d'un petit garçon. Vous êtes une maman comment? Sévère? Tendre? Juste. C'est-à-dire que j'essaye de manier le comment dirais-je, le bâton de la rigueur et de la clémence. Donc vraiment, j'essaye d'être rigoureuse, mais en même temps d'être clémente. D'accord. Le monde de la politique est un monde dur, un monde cruel, tout comme le monde des médias, tout comme le monde où les personnes sont mises en avant. Vous êtes une femme encore plus. Les difficultés peut-être rencontrées. Au moins une.
Ah oui, non, mais des difficultés rencontrées, ça, il y en a eu plein. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à travailler au niveau des ACP à Bruxelles en 98, déjà, moi j'entrais avec mes petits souliers de stagiaire au départ, et puis après j'ai pris du galon évidemment, mais déjà rien qu'en étant stagiaire, et donc en voyant que je fréquentais des hommes politiques d'envergure, etc., déjà j'avais des difficultés. Et puis autre difficulté aussi en tant que femme, c'est que moi en tout cas ce que j'ai vécu, c'est que j'ai été souvent sollicitée, comment dirais-je, pour être prosaïque, pour voir en dessous de mes jupons, par exemple. Évidemment. Voilà. Et donc là aussi. Comment ça se gère au final? Eh ben, je pense qu'il faut avoir un certain idéal. Et puis il faut avoir aussi, c'est aussi une question d'éducation. Moi, j'ai été éduquée un petit peu à la dure par ma mère, et donc ça m'a beaucoup servi. Je ne sais pas si elle savait qu'un jour je ferais de la politique, mais en tout cas, son éducation stricte, moi, m'a permis vraiment de ne pas céder au chant des sirènes des différents ministres, etc. Oui, vous couchez avec moi et vous aurez ça. Moi, j'ai tout de suite banni ce genre de choses, des pots de vin. Si aujourd'hui vous pourrez regarder cette caméra et une personne, une femme derrière cette caméra, une femme derrière ces écrans qui s'identifie à vous aujourd'hui et qui vous regarde et qui se dit qu'elle aimerait aussi faire de la politique, mais qu'elle a peur évidemment de tout ce que vous venez de raconter, si vous aurez un message, un conseil, vous lui direz? Moi, je lui dirais simplement qu'il faut être soi-même. Et être soi-même, c'est être conscient d'abord de ce que l'on fait, et puis c'est surtout avoir un idéal. Et cet idéal-là, c'est quelque chose qui vous porte. C'est quelque chose qui vous empêche véritablement de sombrer, de basculer et de céder au chant des sirènes. Et donc, si évidemment il y a des femmes qui vont m'écouter, c'est tant mieux. Moi, je dirais à cette femme-là qui m'écoute et qui veut faire de la politique, d'avoir un haut idéal. Et cet haut idéal-là lui permettra de garder justement cette hauteur et de ne pas se laisser aller comme ça auprès de différents hommes politiques sous prétexte que ce sont des ministres, des ambassadeurs, etc. Parce que c'est vraiment tentant, mais quand on a un haut idéal, c'est quelque chose qu'on regarde vraiment de haut. Voilà, c'était donc Madame Edwige Nechama Sosa, pour votre plaisir dans votre émission Entre nous. Est-ce que vous aurez des remerciements à donner peut-être alors? Ah oui, bien sûr. Moi, je remercie Congo Web, je remercie le peuple congolais parce que j'ai été très bien accueillie en RDC. C'est un pays que j'affectionne énormément, comme vous l'aurez constaté. Et le peuple congolais est un peuple vaillant, est un peuple qui a beaucoup souffert, et c'est un peuple qui ne veut plus souffrir, et on le comprend. On entend chaque jour ce que le peuple veut, et c'est un peuple, je pense, qui doit être conscient du fait qu'on a finalement les chefs d'État qu'on mérite, mais que surtout, quand on a un chef d'État à la tête d'un pays, on doit vraiment lui apporter des éléments, des effluves, enfin des choses, des ondes positives. Et donc je pense que si effectivement les Congolais aiment le Congo, ce que je crois, eh ben c'est vraiment de soutenir et d'aider, de faire en sorte que ce pays qui est un beau pays puisse vraiment fleurir, puisse vraiment comment dirais-je, stopper les appétits occidentaux et se retrouver vraiment le Congo doit pouvoir véritablement se retrouver autour de son chef d'État. Voilà, donc merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été encore fidèles à ce programme. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision et sur cnnnews.com, donc mes remerciements iront à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, et aussi, pourquoi pas, la maison Monique Production pour cette réalisation, ces belles images. Alain Benza que je vois directement derrière cette caméra, pourquoi pas toi, Dilondolé, et aussi à Bébali Pordo, sans oublier mon patron qui est tout autre que Chabani Record, Gabriel de Tueur en Angola, que tu nous regardes, à toi aussi. Restez connectés, restez branchés, restez connectés. C'est chaque samedi à 22h, bien évidemment, et la rediffusion le mercredi à 9h. Pour toutes les personnes qui aiment la Sainte Ingrid Kabongo, c'était encore votre émission. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici avec Madame Edwige Nechama Sosa restera entre nous. Au revoir. Au revoir.